Commence. On s'est mis une mine. Hein. Oui, c'est clair. J'ai encore mal au crâne. Le problème, c'est que là, il n'y a pas d'anniv. Bah, faut qu'on trouve des occasions. Il y a un anniversaire. Ah Les bon 11 ans de ta chaîne, tu vas faire quoi? Ouais, mais là, ça va être plus qu'une fête. J'ai prévu un truc, mais de fou. Tu vois, genre une intro, tu vois, où je prendrai les 10 mèmes dont je vais parler dans la vidéo. Mais je les refais moi-même. Quoi. Et après, d'un seul coup, j'arrive, et puis il y a un double arc-en-ciel. Et là, il y a des clowns qui font du rap, qui débarquent et tout. Et on s'aperçoit qu'en fait, toute la twist, c'est au milieu d'un Loporg. Et là, attends, je t'arrête tout de suite, ça va être un peu compliqué. Si. L'année 2010 est une année du calendrier grégorien qui a commencé un vendredi. 10e année du 3e millénaire, 2010 fut l'année du tremblement de terre en Haïti, de la mort de Jean Ferrat, et surtout des manifestations contre la réforme des retraites. Ouais, déjà. Voilà. Année de l'éruption du volcan Eyjafjallajökull, beaucoup de Français s'en souviennent, car ils ont dû annuler leurs vacances pour rester confinés chez eux. Ouais, c'est bien 2010. Bref, 2010, c'était il y a 10 ans, et il y a 10 ans, il y avait déjà des mèmes internet. L'an dernier, à l'occasion des 10 ans de la Chronique Facile, j'avais fait une vidéo sur les 10 mèmes de l'année 2009. Et c'était une vidéo qui avait plutôt bien marché. Non, je déconne, elle a bidé de ouf. Ouais, elle est sortie en juillet, il n'y avait personne pour la voir. Bon. Bref. Et du coup, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup les rendez-vous, je me suis dit que j'allais faire tous les ans, à la même époque, un top 10 des mèmes sortis 10 ans auparavant, et ce, pour les 3 prochaines années. Pourquoi les 3 prochaines années? Parce qu'arrivé en 2024, il y aura déjà une vidéo de top des meilleurs mèmes de l'année 2014, celle que j'avais faite justement à l'époque, et qui constituait mon premier bilan de fin d'année. Comme l'an dernier, ce top mélangera indifféremment les mèmes qui étaient populaires en 2010 et ceux qui sont nés en 2010. Le tout étant basé sur mes goûts personnels, de toute façon, la moitié de mes spectateurs me dira dans les commentaires qu'en 2010, ils étaient trop jeunes pour aller sur internet. Et je vous préviens, dès la première catégorie, on va un peu tricher. Numéro 10. Me gusta, why you know, fuck yeah. Et oui, le top a à peine commencé que je cite déjà 3 noms au lieu d'un. C'est de la triche, mais le pire, c'est que j'aurais pu en rajouter encore plus. Parce qu'en 2010, on est en plein boom des Rage Comics, ces petites BD mal foutues qui pullulent partout sur internet. Leur popularité est en partie due au fait qu'elles sont facilement détournables. En effet, il suffit juste de posséder Paint pour se joindre à la fête. Parfois même savoir faire un copier-coller suffit tant internet était rempli de petites expressions toutes faites vous permettant à loisir d'exprimer la rage, la joie, la tristesse et le troll. Et d'année en année, voire de mois en mois, de nouvelles figures s'ajoutaient au bestiaire. Le premier fut Fuck Yeah, qui était à la base une subversion du concept. En effet, à l'origine, les Rage Comics étaient censés montrer des moments de rage et de loose absolue, se terminant toujours par le personnage principal en train de hurler. Puis vint Les choses sont mieux que ce que je ne pensais, où le pire est évité de justesse. L'échelon suivant était carrément de mettre en scène des moments de victoire et de joie. Les BD de Fuck Yeah racontaient des instants de la vie quotidienne ou des anecdotes réelles, se terminant par la victoire complète et absolue du protagoniste. Par contre, je n'ai jamais su pourquoi le mème comportait une suppression du H de yeah. Autre subtilité, le mème Why You Know ne se lit pas You Know, mais Why You Know, ce qui forme Why You Know, une sorte d'expression déformée qui pourrait se traduire par Pourquoi toi pas. Né en collant un visage tiré du manga Gantz sur un personnage fait sous Paint, il expliquait la frustration et la colère d'une personne qui avait envoyé un texto et qui ne recevait aucune réponse. Souvent utilisé dans un format advice, en 2 phrases, le mème prendra la forme d'une colère aussi bien dirigée sur Lady Gaga, la NASA ou les oignons. Arrivé en fin d'année, le mème Me Gusta reprend la même idée dérangeante de placer un visage très précis dans un contour fait sous Paint. Avec ses 2 yeux globuleux qui louchent et sa bouche toute plate, l'image exprime une forme de joie assez étrange qui est souvent liée à un acte totalement immature ou considéré comme un peu dégueu. Ronger ses lacets de sweatshirt, tourner sur une chaise et autres trucs un peu honteux. Le visage connaîtra aussi moult parodies et détournements. Mais le visage de Rage Comics le plus populaire cette année-là, c'était sans hésitation numéro 9, Forever Alone. Vous pensiez que je n'allais parler que de 3 Rage Comics? Perdu.
Forever Alone restera l'une des images les plus marquantes du mouvement Rage Comics. Née en mai 2010, elle consiste en une forme de grosse patate aux yeux minuscules et tristes et agrémentera de nombreuses fins de Rage Comics où le personnage découvre qu'il restera seul toute sa vie. Elle connaîtra une seconde vie sous la forme d'un mème de type Advice avant d'agrémenter différentes parodies, des détournements, voire même de faire de la pub. On restait dans une époque où s'apitoyer sur le fait d'être célibataire, voire puceau, était encore quelque chose que l'on pouvait trouver touchant. Avec l'arrivée du mouvement incel, cela a rendu les choses un poil plus creepy. En effet, Forever Alone marque encore cette époque où les prescripteurs de la web culture étaient majoritairement des jeunes hommes avec un humour et des références geeks, ce qui les plaçait dans une marginalité assez peu reluisante. Le même reflétait les émois d'une population impopulaire située dans une période de leur vie où l'on enquille les échecs sentimentaux. On pourrait en parler encore plus longtemps. Ça tombe bien, je l'ai déjà fait. Forever Alone fut l'objet de la toute première vidéo de la Chronique Facile, sortie il y a 6 ans, en février 2014. Eh ouais, ça commence à faire vieux. Numéro 8. Epic Bergman. En 2010, un mème internet pouvait être créé suite à une baston dans un bus. Nous sommes le 15 février 2010 à midi dans le bus Alameda Contra Costa Transit District reliant le centre d'Oakland en Californie à la périphérie. Deux passagers se disputent violemment, un afro-américain nommé Michael Lovett et un homme blanc et barbu portant un t-shirt sur lequel est écrit « I'm a motherfucker » qui sera plus tard identifié sous le nom de Thomas Alexander Brusso. La dispute dégénère lorsque Brusso lance une remarque sur le fait de faire briller ses chaussures, que Lovett prend pour une réflexion raciste sur les noirs. La dispute monte d'un ton, Lovett menace Brusso, celui-ci lui balance un bourre-pif, sort du bus en hurlant que lui, faut pas le faire chier. Tandis que Brusso fait son cirque à l'extérieur du bus, Lovett à l'intérieur demande à ce qu'on appelle une ambulance. Pas de quoi fouetter un chat en apparence. Pourtant, aussi étonnant qu'il puisse paraître, celle-ci a grave buzzé sur internet. La bagarre est postée sur YouTube par Liana Washington, une passagère du bus, et atteint le million de vues en moins de 24 heures. Brusso va connaître la gloire sous le nom de l'Epic Birdman, les gens le voyant comme une sorte de papy héros énervé qu'il faut pas faire chier, engendrant des parodies, des remixes, un jeu vidéo et des détournements musicaux. C'était la mode à l'époque, mais on reviendra là-dessus. À vrai dire, la vidéo va être tellement virale que la passagère au fond qui regarde les mecs se fighter en mode OSEF fera aussi l'objet d'un mème. En effet, lorsque Lavette demande à ce qu'on lui amène une ambulance, il semble dire « Bring me Amber Lamps ». Et les internautes émirent l'idée qu'il parlait de cette jeune femme. Avec le temps, on s'est aperçu que Brusso était coutumier des bagarres dans les lieux publics, ce qui est beaucoup moins épique que prévu. Et lorsque l'on voit l'ampleur prise par la vidéo, nous sommes en droit de nous demander si nous ne sommes pas devenus tous complètement blasés. Alors certes, cette vidéo avait initialement connu un pic d'intérêt à cause de son côté racial. Brusso avait-il proféré quelque chose de raciste ou est-ce Lavette qui l'avait cherché? La question avait fait débat, y compris dans la communauté afro-américaine. Jusqu'à l'année 2012, tous les ans, une ou deux vidéos dites de Transit Fight Videos, bagarre dans les transports en commun, engendraient des mèmes internet, ce qui a totalement disparu. Et pourtant, la violence dans les transports en commun ne s'est pas volatilisée pour autant. Les cas filmés sont d'ailleurs plus nombreux qu'avant. Si la violence plus présente ne génère plus autant de partage, est-ce dû au fait que les gens sont devenus plus blasés, ou qu'ils préfèrent relayer d'autres types de violences, comme celle policière par exemple, ou qu'ils ont compris que s'attarder sur ce genre de faits divers ne résout rien, voire même encourage les pranks pourris? Une question épineuse à laquelle je n'ai aucune réponse toute faite. Mais on va le voir dans les exemples suivants, 2010 était une année où l'on pouvait devenir célèbre par hasard suite à des vidéos YouTube. Numéro 7. Sad Kinyu. Pour le coup, c'est un contre-exemple, celui-ci étant une personne connue. Nous sommes en mai 2010 et Keanu Reeves, star de cinéma américaine, s'est assis sur un banc pour manger un sandwich. Un événement exceptionnel qui fut pris en photo par le paparazzi Ron Assadorian. Niveau information pas ouf, on touche le fond, c'est même encore plus bas que la baston dans un bus précédemment cité.
Toutefois, il est venu à l'idée de certains farceurs d'en faire un mème internet, notamment à cause du côté ultra triste de Kenyu qui semble faire le point sur sa vie, ce qui occasionna tout un tas de photomontages, tous plus pétés les uns que les autres, ainsi que des fanarts et une vague de blagues autour d'artistes tristes sur un banc. Ce mème est tellement ancré dans la culture populaire que la série BoJack Horseman en faisait encore allusion pas plus tard que l'an dernier. Sad Kenyu a vu apparaître sa némésis en la personnalité d'Happy Leo, qui est son exact opposé. Il y a eu aussi toute une vague de mèmes destinés à montrer Keanu Reeves de manière souriante. Les mèmes autour de cet acteur se multiplièrent, ce qui était l'effet voulu. En effet, une idée de base derrière ce mème était de contrebalancer les blagues sur Chuck Norris, dont tout le monde en avait ras-le-bol en 2010, en faisant de Keanu Reeves une nouvelle sorte de star iconique et de héros pour les geeks. Et vu le délire causé l'an dernier par son apparition à l'E3, on peut se dire que le pari est complètement gagné. Numéro 6. Les Meuporg. Chaque année, j'essaye de mettre au moins un mème français dans la liste, et ça tombe bien, cette année, on va pouvoir se gaver de Meuporg. Le jeu vidéo a ses modes, et en 2010, on est encore dans la vague des jeux de rôle en ligne, permettant à tout un tas de joueurs de se retrouver ensemble dans un monde virtuel. Si le boss incontesté reste World of Warcraft, de nombreux concurrents comme Ion, Guild Wars 2 et autres Rift apparaissent à cette période dans ce qu'on appelle les jeux de rôle massivement multijoueurs ou MMORPG. Un acronyme un peu long et difficile à prononcer, surtout si l'on est pigiste. C'est le 18 mars 2010, dans Télématin, qu'un chroniqueur maison, Nathanaël de Riquesen, parle d'un article sur la dépendance internet qu'il vient apparemment de lire dans le journal ce matin. Il y est écrit que les jeunes cyberdépendants sont gavés de MMORPG, ce que le journaliste lit comme Meuporg. On va revoir au ralenti la faute du joueur Riquesen. La première erreur, c'est d'avoir utilisé l'expression se goinfrer telle qu'elle tirée de l'IB. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des Meuporg. La seconde, c'est de ne pas avoir lu un acronyme correctement. Meuporg. La troisième, c'est d'avoir insisté sur le terme barbare. Les Meuporg étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons. Et le clou, c'est lorsque l'étrangleur de Boston lui pose la question sur l'origine du mot Meuporg, il relie mal l'acronyme. Mais ça s'écrit comment? Ça s'écrit MMMPORPG. Ah oui. Voilà. Bref, il prend son sujet à la légère et parle de manière condescendante, ce qui va faire de lui une cible parfaite. Je ne vous apprends rien sur le fait que les joueurs de jeux vidéo sont très présents et très actifs dans la culture web. Ceux-ci détestent qu'on parle mal de leur hobby, et ce sujet constituait une parfaite opportunité pour se moquer des journalistes qui racontent n'importe quoi dessus. Dès le soir même, le sujet fait parler de lui sur le net, avant d'être repris 4 jours plus tard par le blog influent corben.info. Coucou à Corben d'ailleurs, s'il me regarde, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Le nom de domaine meuporg.com est réservé à partir de ce jour-là, puis petit à petit les parodies se multiplient, tandis que les différents sites parlent du même comme Oni ou lepost.fr. Concernant lepost.fr, il y a même de grandes chances que l'article en question ait été écrit par moi. Désolé. Parce qu'il y avait une certaine jouissance à avoir un bon gros mème français. Alors évidemment, les forums de jeux vidéo ne s'étaient pas privés pour faire des tas de dessins, et des petits malins ont remixé la séquence en chanson. Meuporg, à se goinfrer des Meuporg, souvent des jeunes qui passent. De plus, ça permettait de convoquer tout l'univers autour de World of Warcraft, et notamment la pub qui en avait été faite autour. Un terme proche, le mot Morpug, fut utilisé en août dans le soap opéra Plus belle la vie. Je trouve un truc qui sera plus efficace. Faut attaquer son Morpug. Engendrant de nouvelles parodies. De nos jours, le mot Meuporg est limite devenu une vanne de vieux gamers qu'on va placer ici ou là. On le trouve dans le jeu vidéo Dofus, dans un épisode de Wakfu, et il a droit à sa page dans le Wiktionnaire. Numéro 5. Fucking Magnet, How Do They Work? Avez-vous déjà entendu parler du Insane Clown Posse? Insane Clown Posse, ou en français, le groupe des clowns pas très sains dans leur tête, est un groupe de rap venu de Détroit et fondé en 1989 par Violent J et Shaggy 2 Dope. Issu de la scène catch, le groupe se qualifie par des chansons évoquant un univers surnaturel et horrifique, et sont déguisés en ce qu'ils appellent eux-mêmes des gigalos. En gros, ils sont au hip-hop ce que Kiss est au métal.
en un poil moins drôle, hein, vu la gueule de leur casier judiciaire et les différentes bastons entre leurs fans et ceux d'Eminem. L'ironie, c'est que ce groupe aux 2 disques de platine et 5 disques d'or va devenir célèbre dans l'histoire d'internet pour un de leurs trucs les plus mignons. Miracle, une chanson dans laquelle ceux-ci disent voir des miracles et du mystère dans bien des choses de la vie. Le truc, c'est que ça inclut non seulement les étoiles, le ciel, mais aussi les aimants. Sans parler du couplet suivant, où ils disent ne pas faire confiance aux scientifiques qui sont tous des menteurs de merde. Très rapidement, de nombreuses phrases du clip vont être parodiées, notamment le qui va devenir iconique. La chanson va devenir tellement virale que dès la semaine suivante, l'émission comique Saturday Night Live en fera une parodie. Et à la fin du mois, les mèmes exploseront, notamment ceux où les clowns qualifient de magie des objets courants du quotidien. Ce qui est dingue, c'est que ce mème aura des répercussions là où on ne s'y attendait pas. En effet, toute l'histoire autour des Gigalos et la science qui est due au miracle va fortement influencer le webcomic Homestuck. Ainsi, l'habitude qu'a The Insane Clown Posse de balancer un soda nommé Faygo sur le public sera repris comme un gag avant de devenir carrément une des intrigues du webcomic. Au point que la BD est difficile à comprendre si l'on n'a pas connaissance de ce mème vaguement oublié. Ce qui fait que la plupart des commentaires sous le clip sont des gens venus à cause de Homestuck, qui détestent la chanson et n'ont jamais entendu parler de The Insane Clown Posse, alors que les mecs sont disques d'or. Étrangement, la chanson alertera les scientifiques qui se mirent à faire des cours sur la façon dont les aimants fonctionnent, allant même dans les files d'attente pour les concerts de Insane Clown Posse pour expliquer aux fans la science. Vu la résurgence des théories autour de la Terre plate dans les années 2010, on peut se dire que les Gigalos étaient des sortes de précurseurs. L'histoire des aimants va abondamment inspirer un autre mème en fin d'année. Il s'agit de la Troll Science, une sorte de BD rage comique absurde offrant de troller les lois de la science. Les aimants y jouent un rôle complètement pété, permettant le fonctionnement de machines à mouvement perpétuel. Et puisqu'on parle de trolls et de chansons, numéro 4. Edward Kill. Bon, à vue de nez, le nom ne vous dira rien. Mais si je vous montre ça, et si je vous mets cette musique-là, vous remettez. Né le 4 septembre 1934 à Smolensk, dans l'ex-URSS, Edward Kill est un chanteur baryton russe dont la carrière s'est principalement étendue des années 60 aux années 80. Pratiquement inconnu à l'international, sa célébrité a repris en novembre 2009 lorsqu'un internaute s'est amusé à reposter une chanson nommée Je suis très heureux d'être enfin revenu à la maison. Ce vieux clip datant de l'époque soviétique possède 2 particularités qui le rendent particulièrement viral. La première, c'est l'allure d'ahuri de Kill, qui a l'air effectivement super heureux de revenir à la maison et affiche un regard d'halluciné sous substance illicite. La seconde, c'est l'absence totale de paroles. Il s'agit juste d'onomatopées style lololololo, ou yo 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 yo, ce qui rend plus facile son exportation internationale. Mais surtout, ça la fait rentrer très vite dans le crâne. Les vocalises de Kill sont ce qu'on appelle un earworm, une chanson qui revient en tête quand on ne le veut pas. Et durant l'année 2010, elle va servir de blague récurrente visant à la faire apparaître dans un lien alors qu'on attendait autre chose. Un peu à la manière du Rick Rolling, notamment parce que les gens savaient que s'ils en écoutaient ne serait-ce qu'une seconde, ils l'auraient en tête pour le reste de la journée. La chanson se fait renommer petit à petit Trollolo et devient la chanson officielle des trolls, notamment le passage où Kill, surnommé par internet Mister Trollolo, fait des et semble bien se foutre de notre gueule. On la verra bientôt ponctuant les chutes de blagues ou servant de référence à la culture web. Je l'avais même utilisé à l'époque comme générique de début de ma chronique sur les jeux vidéo. Chronique dont je ne vous passerai pas d'extrait pour cause de honte capillaire. Numéro 3. Dumble Rainbow. Et là, les gens qui ont vu ma conférence sur les mèmes internet savent de quoi je parle. Et oui, ce mème a déjà 10 ans. Paul Vasquez était un homme d'une 50aine d'années à la vie bien remplie, ancien chauffeur de bus, globetrotter accompli, catcheur. Pendant une seule soirée apparemment, il avait la particularité d'habiter à l'intérieur de Yosemite, un parc naturel américain dans les plus beaux du monde, se trouvant en Californie.
Paul détenait une propriété sur ce territoire qu'il pouvait cultiver tout en étant embauché de temps à autre en tant que gardien ou guide du parc. Assez connecté sur le net, malgré son isolement, il possédait un compte YouTube depuis 2007 sous le nom de Yosemite Bear 62 sur lequel il postait des vidéos montrant la vie autour de chez lui et son quotidien en 1 minute ou 30 secondes. Les petits oiseaux, ses portées de chiots, les gens qu'il croise, ses vacances, etc. etc. Le matin du 8 janvier 2010, il poste la vidéo d'un double arc-en-ciel qu'il a vu face à sa porte. L'événement météorologique pourtant commun provoqua chez lui comme une sorte de révélation qu'il décrira plus tard comme un signe divin. L'histoire aurait pu s'arrêter là si un petit malin n'avait pas reposté la vidéo. Surtout quand le petit malin en question n'est autre que Jimmy Kimmel, l'un des présentateurs de late night show les plus célèbres de la télévision américaine. Celui-ci va retweeter le lien de la vidéo auprès de ses millions d'abonnés le 3 juillet 2010 en disant « Mon ami Todd a qualifié cette vidéo comme étant la plus drôle au monde et il a sans doute raison ». À partir de là, c'est l'avalanche de mèmes internet autour du double arc-en-ciel et de ses pouvoirs magiques. Ce qui fonctionne d'autant plus qu'on est en été, donc que de nombreux jeunes internautes ont plus de temps de faire des détournements et des remixes. À cela s'ajoute le fait que les techniques d'autotune sont de plus en plus accessibles. Omniprésente dans les productions actuelles, l'autotune est ce processus permettant de prendre des voix et d'en corriger la musicalité. Celui-ci devenait de plus en plus accessible au grand public et des internautes s'étaient amusés à le tester sur des sons variables. Ainsi, la chaîne Shmoyoho, tenue par le groupe les Gregory Brothers, reprendra 3 jours après la parution du tweet de Kimmel les cris de Paul Vasquez, la transformant en une petite chanson. Ce qui va augmenter encore plus le délire autour du Double Rainbow. Sur iTunes, la chanson atteindra la 84e place, une chose inespérée pour un groupe inconnu remixant un ermite vivant dans les bois. Paul qui nous a quittés le 9 mai dernier, suite à des difficultés respiratoires liées au Covid-19. Numéro 2. Antoine Dodson, Bad Intruder. Tout commence par un fait divers. Nous sommes dans la nuit du 27 au 28 juillet 2010 à Huntsville dans l'Alabama. Dans le quartier de Lincoln Park, un homme s'introduit dans la chambre d'une jeune fille, Kelly Dodson. Celle-ci hurle, son frère Antoine se lève et l'homme s'enfuit. Bon, c'est vrai que niveau anecdote pas ouf, on n'est pas au niveau du mec qui s'assoit sur un banc pour manger un sandwich. Mais on n'est pas loin. Le fait divers va toutefois attirer une équipe de télévision locale qui fera un reportage là-dessus. Tout se serait bien passé s'il n'y avait la fougue du grand frère, Antoine Dodson, qui explose à 900 mètres à la ronde le cliché de l'afro-américain, tout en menaçant le potentiel agresseur et en alertant les gens qu'il y a un violeur à Lincoln Park qui peut violer vos enfants, vos femmes et votre mari. Ce qui est encore plus ironique, c'est qu'on apprendra plus tard qu'en fait, le type en question, c'est le petit copain de sa sœur et qu'elle avait fait croire que c'était un agresseur pour pas que leur liaison se sache. La vidéo va être repérée par une personne sur Reddit qui va la poster le jour même sur le subreddit AirFunny. Elle devient très vite virale, se retrouvant sur YouTube dès le lendemain, ce qui accroît sa diffusion. Un mème commence à se former. Et c'est à ce moment-là que des gens passent par là, et ce sont les Gregory Brothers. Le 31 juillet 2010, soit 3 jours après la diffusion du reportage, la chaîne Shmoyoho met en ligne Bad Intruder Song, un mixage faisant chanter Antoine. Celle-ci cartonne au point d'être la 3e sur iTunes et de même rentrer à la 89e place dans le top 100 des chansons les plus achetées aux USA. Avec ses 100 millions de vues, Bad Intruder Song sera la vidéo la plus vue de l'année 2010. Ce qui me rend un petit peu triste, c'est que ça marque le chant du cygne d'une époque où Internet était une sorte de terre d'opportunité. Là où je veux en venir, c'est que sur YouTube en 2010, tu pouvais être la vidéo la plus vue du monde avec de la musique faite avec tes frangins dans ta chambre. Certes, il fallait déjà avoir un gros coup de peau pour que le mème que tu parodies fonctionne, mais devenir célèbre sans une grosse production, c'était possible. 2 ans plus tard, ça ne serait plus le cas. La vidéo la plus vue serait Gangnam Style, une grosse production pop coréenne ultra maîtrisée, et à l'heure actuelle, la vidéo la plus regardée de YouTube est toujours Despacito, une musique ultra calibré pour être un tube. Après, tout n'était pas rose en 2010. Numéro 1. L'affaire Jessie Slaughter. Alors, j'ai énormément de choses à dire sur Jessie Slaughter, tant au niveau de toute son histoire, de ce que ça a engendré et sur les leçons qu'on peut en tirer.
Sans parler que personnellement, je me suis un peu attaché à cette affaire. Du coup, il faudrait une vidéo entière pour en parler. Et c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est le sujet de ma prochaine vidéo qui portera sur Jesse Slaughter, You Done Goofed, Cyberpolice, etc., etc. Numéro 0. Brody Quest. Et oui, nous avons un invité de dernière minute. Et celui-ci n'est autre que Adrian Brody. En effet, c'est le 1er juin 2010 que Neil Cicierega poste une étrange vidéo montrant un Adrian Brody détouré sur Photoshop en train de se balader et finissant par transformer la galaxie pour la reformer à son image. Sous le titre de Brody Quest, la vidéo compte à ce jour 10 millions de vues. 10 millions pour les 10 ans, c'est parfait. Il faut dire que Neil Cicierega et son groupe Lemon Demon n'est pas à son coup d'essai niveau bizarrerie entre ses parodies d'Harry Potter en marionnette, ses vidéos en flash, son Splenderman et ses détournements tous plus pétés les uns que les autres. Mon préféré étant le faux riposte de la chanson Fly Away de Lenny Kravitz, qui est une des vidéos trolls les plus mémorables que je connaisse. La différence, c'est que le Brody Quest aura engendré pas mal de parodies, notamment à cause de sa musique très basique et très stupide, qui s'est prêtée au mash-up assez pété, au point que 4 ans plus tard, Neil Cicierega fera une compilation qui à elle seule dépassera le million de vues. Ça en est arrivé au point que le véritable Adrian Brody en entendra parler durant une émission de télévision, expliquant qu'il est relativement étonné par la propension à internet d'inventer ce genre de choses. Mais bon, je vous avais déjà parlé de tout ça dans la chronique facile numéro 2. Et oui, ça fait 3 vidéos à la suite à laquelle je renvoie. Bah ouais, mais l'autopromo, c'est quand même cool. Du reste, une question que vous vous posez peut-être, c'est mais les gens dont tu as parlé dans cette vidéo, qu'est-ce qu'ils sont devenus en 10 ans ? Eh bien, c'est une excellente question à laquelle je répondrai la semaine prochaine, tout en vous expliquant comment Internet a réussi à martyriser une petite fille de 11 ans. Tout un programme. Sur ce, j'y vais.